D'abord, je crois qu'il faut faire très attention au vocabulaire que nous utilisons. Il y a suffisamment de violence dans le monde sans ajouter une violence verbale. Et on en voit beaucoup aujourd'hui avec des gens qui ont des émotions très très fortes et qui les expriment avec des mots qui sont parfois malheureux. En tout cas, les questions d'actualité hier à l'Assemblée nationale, pour ma part, j'ai trouvé étaient délétères. Mais bien. Vous parlez de l'échange notamment entre Alma Dufour et Jean-Noël Barrot, de quels échanges? Oui. Les deux questions qui avaient été posées par une députée Renaissance et par un député LFI. Je pense qu'au Sénat, nous avons cette mesure qui nous permet en effet d'avoir un peu de solennité dans le débat, et je crois que nous devons garder tête froide quant à ce qui se passe aujourd'hui dans cette région, qui peut avoir des conséquences désastreuses pour l'ensemble du monde. Ça va bien au-delà simplement d'un conflit régional. La menace de l'Iran, la rhétorique iranienne n'a pas changé depuis des décennies. Donc cette menace, en effet, sur l'existence même d'Israël. Donc là, on ne sommes pas montés d'un cran dans ce que l'Iran propose de faire. Par contre, c'est vrai que depuis des années également, Israël entend frapper l'Iran, alors pour se défendre, pour protéger son existence, on l'appelle comme on veut, et que là, Israël a eu l'opportunité, après l'affaiblissement du Hamas, l'affaiblissement du Hezbollah, et je crois un degré de pénétration du Mossad absolument incroyable, à la fois en Iran, mais également au Liban. On l'a vu dans la façon dont tous les dirigeants du Hezbollah ont été décimés avec leur téléphone. Cela montrait qu'il y avait une infiltration dans ces pays, et que aujourd'hui, Israël, à cette opportunité, était prêt pour frapper. Alors, moi, je crois que la question qu'il faut que nous posions, c'est est-ce qu'en effet, la France a un rôle à jouer, ce que je crois, et je l'entends dans la bouche de notre ministre, et c'est tant mieux, un rôle à jouer en matière diplomatique, il le dit, il le répète, où, en effet, il faut jouer la désescalade. Nous n'avons rien à gagner à ce que, aujourd'hui, l'ensemble s'embrase et que les populations souffrent. Avec Olivier, nous représentons nos ressortissants à la fois en Israël et en Iran. On en a dans les deux pays. Et donc, voilà, il faut faire attention. Vous savez, dans ces guerres, ce sont les civils qui payent le prix, aujourd'hui. Donc, voilà. Écoutez, moi, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie attente de la France et des Européens en particulier. C'est le seul continent aujourd'hui qui défend le multilatéralisme, qui défend l'état de droit, qui défend les institutions internationales et le droit international. Je crois que nous sommes les seuls. Et le reste du monde nous attend quelque part. Donc je pense que nous avons une carte à jouer qui est très très importante dans la désescalade. Je veux revenir à cela. Parce qu'on peut en effet engager un débat qui a raison, qui a tort. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même prendre conscience que ce qui se passe là-bas va avoir des implications beaucoup plus global. Voilà. Donc s'il y a en effet l'implication des États-Unis et qu'il y a l'implication de la Chine qui ne va peut-être pas attendre Taïwan parce qu'elle aura l'occasion de s'engager auprès de l'Iran qui est son allié, eh bien c'est pas 2027 ou 2030, ça sera 2025 ou le début 2026. Donc je crois que les conséquences sont gravissimes et que nous devons absolument tout faire pour que cette guerre s'arrête le plus vite possible pour préserver les populations qui souffrent quand même terriblement, mais également pour préserver simplement la paix dans le monde. Je crois que là, nous avons mis le doigt dans quelque chose qui, si nous ne sommes pas en capacité de l'arrêter, peut être gravissime. Donald Trump fait un deal. Il pense que, dans cette histoire, il va déployer ses forces. Je ne sais pas s'il va aider Israël, mais il sera là sur la défensive et peut-être une aide sans s'engager. Il faut espérer que les Iraniens soient suffisamment intelligents pour ne pas provoquer les Américains. Et que, eh bien, finalement, il veut la capitulation de l'Iran. Il l'aura peut-être. Parce que l'Iran réalisera, Israël a dit qu'il fallait s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, enfin je ne sais plus quels sont les termes qui ont été utilisés, mais peut-être qu'ils vont faire la même chose que ce qui était le sort des dirigeants du Hezbollah. Je pense qu'il y a un certain nombre de dirigeants iraniens aujourd'hui qui doivent vivre dans la terreur et dans la peur absolue. Donc c'est dans ce climat-là que Donald Trump peut peut-être en effet gagner très bien si l'Iran capitule et que ça s'arrête et qu'on démantèle plutôt que d'envoyer des bombes dont on ne connaît pas les conséquences sur des installations nucléaires, qu'on puisse démanteler en effet ce que les Iraniens ont mis en place. Et je pense que là, on aurait la fin. Israël serait conforté dans le fait que l'Iran ne se doterait pas de la bombe nucléaire. Et je pense que là, on pourrait au moins gagner un peu de temps pour la paix.
on a tendance, nous Français, à ne jamais être contents de ce que nous faisons. Je pense que nous n'avons pas à rougir de l'engagement que nous avons, mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Il suffit de parler aux Polonais, aux Baltes, aux Scandinaves. Enfin, je crois qu'il y a une vraie mobilisation aujourd'hui, parce que tout le monde a bien compris qu'il y allait de l'avenir de l'Europe. Parce que si demain, en effet, les Américains qui nous invitent quand même assez fortement depuis quelques mois à nous prendre en charge militairement. Et notamment augmenter le budget consacré à la défense. Assurer, oui, pour acheter américain, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, pour être en capacité de nous défendre quand un jour ils peuvent être occupés ailleurs et qu'il faudra bien que si à ce moment-là, Vladimir Poutine avait des velléités sur le côté nord ou ouest de l'Europe, que nous soyons en capacité de nous défendre tout seuls parce que les Américains ne seront plus avec nous. Oui. Ou une capacité de défense crédible pour l'Union européenne. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y va de l'avenir de l'Europe, tout le monde l'a bien compris. Quant au G7, moi ce que j'ai retenu, alors à part le départ précipité du président Trump qui peut en effet nous inquiéter en pensant qu'en effet il allait convier un conseil de défense, il faut... Et qui a fait qu'il n'y a pas eu d'entretien avec Vladimir Poutine. Il faut d'abord... Avec Volodymyr Zelensky. Oui, mais alors il faut d'abord se souvenir qu'il n'était pas content du tout que Vladimir Poutine ne soit pas invité. Lui voulait le retour du G8 et je crois qu'il a, non pas un certain mépris, mais pas énormément de considération pour les Européens et s'est dit que finalement ce G7 sans la Russie, eh bien, n'était pas ce qu'il voulait. Donc, aussi, bien sûr, la pression de l'actualité qui a fait qu'il a dû rentrer à Washington. Mais quand même, je crois qu'il ne faut pas oublier cet élément-là, l'insistance du président américain pour que Vladimir Poutine non seulement soit réintégré pour qu'il y ait le G8, mais aussi soit négociateur ou partie prenante dans les négociations entre Israël. Voilà. Et ça, c'est un élément très important. Il ne faut pas l'occulter. Oui. C'est un peu une réponse à la Trump, c'est-à-dire je fais et je fais pas en même temps. Vous voyez, on reste en même temps. On reste en même temps. Moi, ce que je regrette sincèrement, nous en sommes là aujourd'hui parce que pour une question de société qui touche absolument tous les individus de notre pays, que le gouvernement ait voulu passer en force, comme d'habitude, dans la précipitation, 49.3, comme si simplement les hauts fonctionnaires des ministères étaient en capacité de produire des textes qui devraient être la panacée et que le Parlement n'aurait pas à améliorer, parce que, voilà, on a bien compris qu'on ne servait pas à grand-chose, mais quand même, s'il y avait eu cette concertation en amont, s'il y avait eu toutes les discussions qui sont en cours aujourd'hui, ça fait 4 mois qu'ils travaillent sur des points où, sur certains, en tout cas, il y a un consensus. Tout ça aurait été dans le texte. On ne serait pas aujourd'hui avec des postures où certains partis, eh bien, maintenant, se sont braqués, donc ont décidé d'une ligne politique. Alors après, on donne des lignes rouges et puis bien sûr... votre parti éventuellement, hein, puisque maintenant la menace de la censure est là sur la table. Je suis en train de vous expliquer cela. Si tout alors, d'abord, il faut faire confiance que le Premier ministre actuel ait l'intelligence de, en effet, faire entrer ce qui est consensuel aujourd'hui sur la pénibilité, le travail des femmes, enfin, un certain nombre de points, et puis discuter du reste et que ça passe au Parlement, bien évidemment. Oui. Mais 149.3 cette fois-ci.